Rebonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation de la journée Pouce carré appui livre consacrée aux albums jeunesse. On a eu une première présentation en matinée qui portait sur les livres des éditions Michel Quintin et aujourd'hui, dans cette deuxième présentation, on se lance dans un corpus complètement différent. Vous allez voir, on s'en va ailleurs. On va être vraiment dans l'album pur et dur pour cette deuxième présentation et on entre dans l'univers des livres qui sont proposés par les éditions Druide. Donc, les éditions Druide proposent plusieurs collections d'albums. Je vous dirais, c'est une maison qui publie quelques albums par année. Donc, on n'a pas un grand volume de publications jeunesse par année. C'est une maison qui est vraiment axée aussi sur la littérature adulte. Donc, vous allez trouver d'excellents romans, souvent des romans aussi, soit assez... vous allez trouver des romans de différents styles, en fait, pour adultes, mais aussi des ouvrages jeunesse qui vont être très intéressants. Vous avez aussi chez Druide, pour les jeunes, des romans qui existent. Vous avez des recueils de nouvelles qui existent chez Druide. Je les ai mis dans la bibliographie, mais comme on s'intéresse aujourd'hui à l'album jeunesse, ben, c'est ce que j'ai décidé de vous présenter en priorité. Peut-être en fait, juste avant de commencer, je voudrais juste vous montrer un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Druide que j'ai reçu il y a très peu de temps, qui s'appelle Rencontre. Peut-être que vous l'avez vu passer, c'est quand les créatrices et créateurs de livres entrent à l'école. Et c'est un recueil avec la participation de plusieurs créateurs jeunesse qui ont publié soit des textes de fiction, des témoignages, des illustrations pour parler de leurs rencontres scolaires, des rencontres qui ont lieu dans les milieux scolaires avec les jeunes. Donc, pour aller savourer un peu toutes les histoires qui peuvent se passer autour des rencontres scolaires, c'est un ouvrage à aller chercher. Vous avez une préface d'Yves Nadon, puis magnifique illustration de Jacques Goldstein sur la page couverture. Alors, peut-être que je vois des gens qui ont hoché de la tête, donc peut-être que vous l'avez vu passer dans ces derniers temps. Assurément à découvrir. Je vais tout de suite partager la bibliographie dans la conversation. Et voilà, donc vous avez la bibliographie. Elle est comme tout à l'heure avec les fiches pédagogiques, avec les codes barres, les ISBN, les titres qui sont cliquables. Donc, vous pouvez avoir accès là, aux informations complémentaires en lien avec ce qui est partagé dans la bibliographie. Comme tout à l'heure aussi, pour commencer, je vais vous amener sur le site des éditions Druide pour vous montrer où sont situées les fiches pédagogiques. Elles sont plus difficiles à trouver sur le site. Donc, je voulais juste être sûre que vous sachiez où les trouver parce qu'il y en a beaucoup. Presque tous les livres ont une fiche pédagogique. C'est des super fiches pédagogiques que je vous invite à aller découvrir. Même, je vais vous en montrer une, là. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous montrer où elles sont cachées. Il faut savoir d'abord que Druide, c'est aussi... Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Arrêtez le partage. Si vous cherchez juste Druide, vous allez trouver, vous allez peut-être tomber tout d'abord sur Druide Informatique. C'est Druide Informatique qui fait, entre autres, le logiciel Antidote, que vous connaissez peut-être ou sûrement. Donc, c'est important si vous cherchez le site des éditions Druide, de chercher Éditions Druide pour avoir vraiment le site web qui est consacré à leurs livres, à leurs ouvrages littéraires. Donc, vous pouvez voir ici, là, je vais partager pour vrai. Vous allez pouvoir voir, voilà. Cette fois, j'ai partagé la bonne chose. Donc, c'est vraiment éditionsdruide.com, le site web à aller chercher. C'est généralement comme ça quand on arrive sur le site d'une maison d'édition. Vous avez un carrousel qui vous présente les nouveautés. Ici, on peut être dans les nouveautés jeunesse ou dans les nouveautés adultes qui sont présentées dans le carrousel. Vous avez des nouvelles sur ce qui a été publié récemment, des prix, etc., des gens qui étaient présents dans des salons. Et un peu plus bas, on va aller ici dans la section ressources. Donc, c'est vraiment dans la section du bas que vous allez trouver les ressources, fiches pédagogiques. Et là, regardez toutes les fiches pédagogiques que vous pouvez trouver aux éditions Druide. Il y en a vraiment beaucoup, que ce soit des fiches sur leurs romans, comme la série ici des Soirs de Bridge d'Annie Bacon, Les Gardiens des Soirs de Bridge. Vous avez même des fiches pédagogiques faites sur les ouvrages didactiques de Druide, le petit Druide des co-occurrences, c'est un dictionnaire de co-occurrences, le petit Druide des synonymes et des antonymes. Vous avez des fiches pédagogiques sur les albums, les différentes collections. Vous avez aussi des fiches pédagogiques sur la série des mystères à l'école. Donc, la série des mystères à l'école, c'est une série de nouvelles policières ou d'enquête avec plusieurs créateurs. Je vais vous les montrer, là. C'est ce que je vous avais dit que je m'attarderai pas là-dessus aujourd'hui. Je les ai quand même près de moi. Donc, c'est des ouvrages comme ça
avec un recueil de nouvelles écrites, dans ce cas-ci, par une quinzaine de créateurs jeunesse ou adultes. Puis vous avez Les mystères à l'école. On n'en avait pas assez avec ça. Les nouveaux mystères à l'école, avec d'autres créateurs, et les petits mystères à l'école aussi, qui sont publiés dans une typographie beaucoup plus aérée, donc qui s'adresse à un public plus jeune. Vous avez des fiches pédagogiques là-dessus qui sont disponibles sur le site web. Donc, vraiment, ça vaut la peine d'aller voir ce site-là parce que vous avez énormément de contenu. Je vais vous montrer un exemple de fiche pédagogique. Je vais commencer aujourd'hui ma présentation avec la présentation de la collection Motifs. Je vais arrêter le partage. Je reviens à la fiche pédagogique dans un instant. Je vais commencer avec la présentation de la collection Motifs. Grosso modo, chez Druide, vous allez trouver deux collections phares en matière d'albums jeunesse, la collection Motifs et la collection Petite Marmite. Vous avez aussi des ouvrages hors collection qui ne sont pas attachés à une collection spécifique, dont entre autres les albums de Prisca Poirier qu'on va recevoir tout à l'heure. La collection Motifs, on la reconnaît. Ils ont fait un travail graphique vraiment efficace pour qu'on la reconnaisse. C'est cette collection qui a un bandeau ici de couleur qui se prolonge en quatrième de couverture. Donc, tous les livres de la collection Motifs ont leurs titres et créateurs qui sont indiqués comme ça dans le bandeau avec un petit pictogramme distinctif. Puis à l'endos, vous avez le nom de la collection Motifs. Puis on vous dit, la collection Motifs, ce sont des albums originaux et audacieux pour le plaisir de lire entre les lignes. C'est une collection qui est développée par Hélène Turgeon. Vous connaissez peut-être Hélène Turgeon comme autrice, mais aussi comme pédagogue et comme théoricienne en pédagogie, hein. Donc, elle est professeure à l'université en enseignement, travaillé beaucoup sur les cercles de lecture. Donc, c'est vraiment l'intérêt pour elle, c'est le choix éditorial des livres qu'on va trouver dans la collection Motifs. C'est basé sur le fait que ce soit des livres qui n'offre pas nécessairement toutes les clés de compréhension à la première lecture. Donc, c'est des livres qu'on doit lire, mais qu'on doit aussi relire, qu'on doit analyser, dans lesquels on doit s'investir pour comprendre le sens. Ça demande aux jeunes de faire beaucoup d'inférences, ça demande aux jeunes de faire des prédictions, ça leur demande de relire pour aller comprendre un deuxième niveau. Quand on arrive à comprendre, on a le goût de relire aussi pour voir le début, comment le début était organisé pour qu'on arrive à cette fin-là. Donc, c'est vraiment des livres qui sont très bien pensés pour nous amener à travailler ces livres-là avec les jeunes en classe. Ça en fait souvent des livres aussi qu'on peut travailler avec les jeunes à plusieurs âges. Alors, on peut commencer quand ils sont plus jeunes, mais plus ils vont vieillir, plus ils vont voir des sens différents aux ouvrages qui sont proposés. Alors, ça en fait vraiment des ouvrages très riches. Celui que vous avez vu à l'écran tout à l'heure, dont je vais vous présenter la fiche pédagogique, ben, c'est Une cachette pour les bobettes d'André Poulain. Donc, c'est un super bel album. Et je voudrais vous dire une chose aussi, qui dit des livres plus résistants ne dit pas nécessairement des livres tragiques. On a l'impression des fois qu'un livre résistant, là, c'est un livre qui va être dur, avec une thématique ardue, qu'il faut vraiment travailler pour s'assurer que les jeunes ne soient pas traumatisés. C'est pas le cas. Des fois, le livre il est plus difficile à comprendre, il demande plus de travail de la part du lecteur, mais c'est folichon. Alors, il y a ça aussi. C'est intéressant d'avoir des livres qui sont amusants, ludiques et qui nous amènent quand même à réfléchir. Une cachette pour les bobettes. Donc, c'est d'André Poulain, illustré par Boom. Euh, c'est un ouvrage qui va vraiment permettre de travailler le point de vue, la perception du point de vue. Oui, merci Chantal, disponible sur Trousse de Télé-Québec. C'est vrai, hein, il y a plusieurs ouvrages qui sont disponibles. Ça fait longtemps que je peux aller voir la Trousse de Télé-Québec. Je ne savais pas que celui-là était rendu là-dessus. Merci de nous l'avoir précisé. C'est une bonne information à donner. Un ouvrage où il est très important de regarder les pages de garde. Donc, c'est pas facile à présenter à l'écran parce qu'on est dans un grand format italien. Les pages de garde ont vraiment un complément d'information dans cet ouvrage-ci. Donc, on commence comme ça. On a notre petit personnage qui se brosse les dents avec, ça s'appelle une cachette pour les bobettes. Fait que c'est la seule chose en couleur. Je vais bien vous montrer les bobettes de dinosaures vertes, dans une belle grande salle de bain. J'aimerais ça avoir une aussi grande salle de bain, personnellement. Ça me ferait bien plaisir d'avoir autant d'espace. Alors, vous allez voir, on va travailler le point de vue. On commence avec Jacob. Oh, ma journée a mal commencé.
C'est la faute de mon frère. Il sort les vêtements de la sécheuse et les jette dans un panier sans jamais rien plier. J'ai réagi. Attendez, j'ai manqué une page. C'est bon, on continue. J'ai réagi vite. Je ne voulais pas faire rire de moi. Alors, on revient ici. Faut regarder l'illustration. Quand je vous disais que ça nous prend plusieurs lectures, regardez ici. Ça a commencé par la faute de son frère, qui n'avait pas plié le linge. Et là, on voit que son pantalon, il y a une paire de bobettes. Vous savez, quand on a là, quelque chose qui reste coincé dans un pantalon, des fois, c'est des chaussettes. Bon. Alors, il nous dit, j'ai réagi vite, je ne voulais pas faire rire de moi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses bobettes sous un meuble, sous un banc, dans les casiers, dans la salle des casiers. Pendant la période de lecture, Cédric est allé aux toilettes. Je ne sais pas comment il a fait pour trouver mes bobettes. Stucky! J'avais très peur que les autres devinent que c'était mes bobettes. Tout le monde sait que j'adore les dinosaures. Là, il s'imagine, tout le monde rit en voyant les bobettes, puis il s'imagine que tout le monde sait que c'est lui, hein. À la récréation, les filles se sauvaient de Cédric. Elles n'avaient aucune raison de crier, mes bobettes étaient propres. Les filles se sauvent de Cédric parce que Cédric se promène avec les bobettes puis essaie de toucher les autres avec les bobettes. J'étais très fâchée, mais je ne pouvais pas le montrer. Tout le monde aurait su que c'était mes bobettes. Heureusement, quand on est sorti pour le dîner, mes bobettes avaient disparu. Fiou! Je ne les ai pas revues de la journée. Fiou! Finalement, personne n'a su que c'était mes bobettes. Fiou! Avant de quitter l'école, j'ai trouvé une surprise sur mon bureau. Ma journée a mal commencé, mais elle s'est bien terminée. Et là, regardez, on change de couleur, on change de personnage. On était dans le bleu avec Jacob, on arrive dans le jaune avec Julia. Julia va nous raconter que sa journée a mal commencé parce que son poisson est mort. Son chat, non, c'est pas vrai, excusez-moi. Sa journée a mal commencé parce que son chat, elle était allergique et ils ont dû le donner aux voisins. Son père lui avait mis une collation, sa collation préférée dans sa boîte à lunch pour la consoler. Ensuite, il est arrivé l'affaire des bobettes. Alors, on revoit la même image, mais sous un autre angle. Elle va aller parler au concierge. Elle va dire, à la récréation, Cédric a continué à faire des niaiseries. Jacob était rouge de colère. Heureusement, j'ai réussi à parler à M. Angelo. C'est le concierge le plus gentil de la terre entière. Et à la fin de la journée, elle a fait un dessin qu'elle a laissé, qu'on reconnaît, qu'on a vu sur la table de Jacob tout à l'heure. Et papa est allé la chercher, puis il lui avait acheté un poisson. Ça, elle ne sera pas allergique à ça. Sa journée avait mal commencé, mais elle s'est bien terminée. Monsieur Angelo. Maintenant, on arrive dans l'histoire de Monsieur Angelo. Lui, sa journée a mal commencé parce que quelqu'un avait bouché les toilettes. Ensuite, il y a eu l'affaire des bobettes, qui est allé les mettre dans les objets perdus. Il les a retrouvés par la suite dans le panier de basketball. Donc, quelqu'un les a sortis des objets perdus. Il a surpris Cédric en train de faire des graffitis dans la salle de bain. Mais sa journée s'est bien terminée parce que quelqu'un lui a laissé une collation sur son bureau. Et finalement, dernière section, la rouge, c'est Cédric. Cédric, sa journée a vraiment bien commencé, lui, parce qu'il a bouché les toilettes. C'était vraiment drôle. Il a fait rire ses amis. Après, il a trouvé une paire de bobettes. Ah, ça, c'était vraiment drôle. Il a pu faire le fou avec les bobettes. Sauf que quand M. Angelo l'a trouvé, il a été obligé de nettoyer les graffitis qu'il avait fait. Alors lui, sa journée a bien commencé, mais elle s'est mal terminée. Alors, vous voyez la même journée, la même histoire sous 4 points de vue. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux bobettes? Comment ça se fait que les bobettes se sont retrouvées aux objets perdus? Surtout, comment ça se fait qu'au cours de la journée, les bobettes ont disparu, hein? Jacob, il dit, un jour, les bobettes ont disparu, on ne les a plus revues. Mais regardez, on revient aux pages de garde et on a celle qu'on a vue comme étant l'enseignante, qui a bien compris que c'était les bobettes de Jacob et qui les a mis dans son sac à dos. Comme ça, les bobettes avaient disparu. Alors, vous voyez, c'est des ouvrages qui demandent vraiment de s'investir, d'avoir une lecture de l'image, de relire. Quand on a découvert les 4 versions comme ça, on a le goût de revenir en arrière puis de relire pour revoir les détails dans les illustrations qui avaient pu nous échapper. Je vais vous présenter ensuite, parce que là, on avait un format allongé, je vais vous présenter un autre format, mais cette fois-ci allongé à la verticale, qui est un ouvrage, je vous avouerai, là, moi, que j'ai eu le plus, c'est l'ouvrage de toute la collection qui, moi, m'a donné le plus de défis.
à saisir en entier. Et il y a une clé qu'on va trouver dans cet ouvrage-là qui est cachée. En fait, elle n'est pas cachée, elle est évidente, mais il faut la voir, il faut la percevoir. Et cet ouvrage-là, qui, moi, m'a prêté le plus de misère, c'est Le plan censeur de Carole Tremblay, illustré par Ninon Pelletier. Alors, le plan censeur raconte l'histoire de deux sœurs qui vont fêter leur anniversaire. Je vous raconte l'histoire une fois qu'on l'a comprise, OK? Ce sont des sœurs jumelles qui fêtent donc leur anniversaire le même jour. Et chacune d'entre elles aura décidé qu'aujourd'hui, elle va fêter son anniversaire seule, sans sa sœur. Donc, elles font un plan sans sœur. Elles essayent toutes les deux de se débarrasser de leur sœur pour avoir enfin une fête à elles. Ce qui est complexe dans cette histoire-là, c'est qu'on a une narration double. Donc, la page de gauche, c'est une des deux sœurs jumelles qui parle. On a deux sœurs qui s'appellent Tina et Rina. Donc, disons, là, je ne me rappelle plus, mais Tina à gauche, Rina à droite. Peut-être que je me trompe, là, je les ai inversés, mais donc c'est comme ça. Et donc, toujours Tina à gauche, Rina à droite. Et donc, si on lit l'ouvrage sans comprendre que c'est deux personnages différents qui parlent, à un moment donné, on ne sait plus qui a fait quoi. Et on ne voit jamais les deux sœurs dans la même image. Donc, au début, le lecteur ne sait pas nécessairement qu'elles sont des sœurs jumelles, puisqu'on va toujours voir une des deux sœurs, puis un petit bout de l'autre. Ici, c'est juste le talon avec son pied. Comment arrive-t-on à savoir qu'il y a deux sœurs qui ont chacune leur narration? Eh bien, c'est que quand on s'attarde à la typographie, on n'a pas la même typographie sur chacune des pages. Alors, à gauche, on a une typographie un peu plus, disons, Times New Roman, là. C'est probablement pas ça, mais une typographie avec un peu plus d'empattement. Puis à droite, on a une typographie plus Arial, avec plus bâtons. Donc, c'est comme ça qu'on arrive finalement à se rendre compte que c'est deux personnages différents qui nous parlent. Et quand, à la fin, on réalise, en fait, que les deux jeunes filles sont des sœurs jumelles et qu'elles ont chacune eu le même plan de semer leur sœur, elles sont dans un hôtel, elles essaient de semer leur sœur. Une fois qu'on réalise qu'elles étaient deux, que ce sont des sœurs jumelles, qu'elles avaient le même plan, ben, on se dit, ah, faut que je recommence. Puis là, on voit que c'est elle qui parle, puis c'est elle qui parle. Alors, on comprend qu'il y a deux typographies qu'on n'avait peut-être pas remarquées. Alors là, tout à coup, on se dit, ben, je vais recommencer au début. Et quand on se dit, je vais recommencer au début, on peut décider de lire juste les pages de gauche, puis de faire une autre lecture où on va lire juste les pages de droite. Alors, on pourrait décider de lire l'histoire de Tina et l'histoire de Rina. Donc, c'est un livre où, en fait, la clé, elle réside dans les codes, le code de typographie, dans l'illustration et dans les lectures multiples. Donc, c'est un ouvrage qui devient vraiment intéressant quand on a réussi à comprendre tous ces codes-là, à les mettre en place, puis à réaliser qu'on peut relire l'histoire en ayant deux histoires finalement qui nous sont racontées. Donc, voici pour le plan censeur. Je vais poursuivre toujours dans la collection motifs avec, tiens, je vais y aller avec Hôtel Plaza. Hôtel Plaza, c'est un album de Pierrette Dubé. Pierrette Dubé, je l'adore. Je vais vous dire, je suis comme un peu groupie, là. J'aime tous les livres qu'elle écrit. Je trouve qu'elle a un univers qui est toujours vraiment folichon, original, elle est surprenante. C'est illustré par Philippe Béat, donc un illustrateur qui a vraiment marqué là, l'ensemble de la littérature jeunesse depuis les débuts de la littérature jeunesse au Québec, ben, la littérature jeunesse contemporaine, là. Alors vraiment, deux créateurs d'exception. Puis Hôtel Plaza, c'est un album qui va permettre de travailler beaucoup d'expression et de prédiction. Alors, c'est drôle parce que le plan censeur, on était aussi dans un hôtel. On avait une espèce de cavale dans l'hôtel parce que les sœurs se sauvent l'une de l'autre, prennent l'ascenseur, montent, descendent par l'escalier, etc. Puis dans Hôtel Plaza aussi, on va se retrouver dans une espèce de quiproquo et de voyage dans l'hôtel. On commence ici avec deux pigeons, deux personnages, un corbeau ou une corneille et peut-être une colombe, on pourrait dire, deux oiseaux. On va commencer par découvrir le personnage du manchot. Un manchot faisait les 100 pas devant l'hôtel Plaza.
À part les 100 pas, il ne faisait rien car les manchots, comme chacun le sait, n'ont pas de main. C'est un handicap pour un portier. On préfère généralement les pieuvres dans le métier. Déjà, c'est un manchot, il n'y a pas de main. Oslo, puisque c'était son nom, était tout de même un portier très respecté. Il avait du chic et de la tenue. Il était affable et courtois. Mais son rôle ne s'arrêtait pas là. Oslo était aussi le chef de la sécurité. Il surveillait les allées et venues des clients et pouvait dire avec une précision d'ordinateur qui était entré à l'hôtel ou en était sorti et à quelle heure. C'est ainsi qu'à 18h23, Oslo le manchot vit s'approcher de l'hôtel Plaza non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 12 rats. Quick, quick, quick! Peu impressionné, les rats, et là, il leur dit Halte, rats! Peu impressionnés, les rats s'engagèrent en trottinant dans la porte-tambour, s'amusèrent même à faire plusieurs fois le tour, puis filèrent à l'intérieur. 12 rats, c'est une invasion. Quel affront! Et là, donc, le manchot, il se dit, mais des rats dans un hôtel, c'est pas une bonne idée, là. Les clients aiment pas ça quand il y a des rats dans l'hôtel. Il n'avait jamais vu un rat auparavant. Les manchots et les rats ne se fréquentent pas. Alors, il se dit, ben, je vais faire le guet pour m'assurer que les rats ne causent pas de problème. En consultant son téléphone, qui était très intelligent, il apprit qu'il existait toutes sortes de rats. Des rats d'eau, des rats d'égout, des rats d'eau, rats d'eau, des rats d'égout, des rats des champs, les petits rats de l'opéra, le rat de laboratoire, le rat de bibliothèque et finalement le rat d'hôtel. Est-ce que vous savez ce que c'est un rat d'hôtel? Cette expression-là, si vous savez ce que ça veut dire, un rat d'hôtel. Ce sont sûrement des rats d'hôtel, songea Oslo. Et les rats d'hôtel, c'est écrit noir sur blanc, sont des voleurs. Quelle horreur! Et là, notre manchot va partir à la poursuite des rats dans l'hôtel. Alors, on va le voir, ils vont se retrouver dans la salle à manger où il va se faire asperger de nourriture. Il va se retrouver dans une conférence des requins de la finance où il va devoir éviter les requins. Ils vont monter les étages, descendre les étages, monter en ascenseur, monter en voiture, se prendre dans les fleurs du tapis, hein, dans les mailles du tapis, tomber par terre, glisser. À un moment donné, il va trouver des flèches. Il va commencer à suivre les flèches. Les flèches l'amènent dans tous les sens, à droite, à gauche, au milieu, jusqu'à temps qu'il va se trouver dans le fin fond du sous-sol un cagibi. Fixé à la porte d'un cagibi où le concierge rangeait produits de nettoyage, vadrouilles et outils, une petite affiche indiquait septième colloque annuel des rats de bibliothèque. Oslo entrouvrit la porte et regarda à l'intérieur. Vous pouvez entrer, dit le gros rat gris en interrompant son allocution. Un rat qui parle manchot sans le moindre accent. C'est étonnant. Hésita Oslo. Pourquoi pas? J'aime beaucoup les livres, moi aussi. Un petit rat blanc remit aimablement à Oslo le programme de la rencontre. Il le prit et s'assit discrètement au dernier rang. Tout compte fait, c'était bien plus passionnant que le congrès des vaches laitières auquel il avait assisté l'année dernière. Le lendemain matin, lorsque les 12 rats quittèrent l'hôtel Plaza à 8h23, Oslo les salua bien bas. Il leur aurait bien tendu la main, mais il ne le fit pas pour les raisons que vous savez. L'an prochain, dit-il au gros rat gris, avertissez-moi, je vous trouverai une salle plus jolie. Merci de votre accueil, répondit le rat. D'ici là, je vous enverrai des amis. Et les pages de garde? Est-ce que vous devinez quels amis le rat de bibliothèque a envoyé à Oslo? Ils ont même été nommés hein, pendant la présentation. Alors, les prochains à arriver, ce seront les rats de laboratoire. On les voit habillés en scientifiques avec leurs petites fioles. Donc, toutes les expressions autour des rats, les idées préconçues aussi, hein, on peut vraiment travailler la notion des idées préconçues. Parce que des rats arrivent dans l'hôtel, il faudrait les chasser. On n'a même pas pris la peine de se demander ce qu'ils venaient faire là. Et on ne leur a pas réservé de salle adéquate. On a jugé d'emblée que c'était des persona non grata. Donc, une autre belle leçon pour découvrir un peu plus les personnes qui nous semblent à première vue soit différentes ou menaçantes. Je vais continuer, je regarde l'heure, peut-être avec un dernier ouvrage de la collection Motifs, avant de vous présenter certains livres de la collection Petite Marmite.
Tu sais, je vais y aller avec un autre livre vraiment amusant. On a parlé du voyage tout à l'heure, hein, dans la première présentation. Et c'est un autre livre qui pourrait être dans, si on voulait faire une thématique voyage, là, un réseau littéraire sur le voyage, on pourrait utiliser Aux toilettes d'André Marois. Qui a été finaliste au prix TD de littérature jeunesse. Il est illustré par Pierre Pratt. Donc, encore une fois, deux créateurs qui ont énormément contribué au panorama de la littérature jeunesse québécoise contemporaine. Donc, vraiment des créateurs incontournables. Un livre qui demande à être observé, qui demande à être savouré aussi, je dirais. Donc, on a ici, on commence, page de garde, un petit personnage qui court. On est dans les dialogues, puis les dialogues sont présentés juste avec des petites lignes de couleurs. Alors, on peut amener à pointer dans ce temps-là si on veut aider les lecteurs à savoir exactement où on est rendu. Monsieur, oui, Julie, je peux aller aux toilettes. Alors, pas de texte. Il pointe, on voit l'heure, 3h16. Il repointe lorsqu'elle revient, 3h20 peut-être, et elle rigole. Ça va, Julie? Oui, très bien. C'est à cause d'un vieux film que j'ai vu avec Louis de Funès. Julie est un enfant plutôt timide, sage et réservé, pas le genre à pouffer de rire comme elle est en train de le faire à propos d'un film qu'elle a vu la veille. Mais le professeur n'a pas de temps à se creuser les méninges plus que ça parce que je peux aller aux toilettes. Alors, on en a un autre ici qui lève la main pour aller aux toilettes. Il part, puis il revient, cette fois-ci, la bouche toute sale, comme s'il avait mangé. Ah, pas de gomme en classe, Thomas. J'ai pas de gomme, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu manges? Rien, monsieur. C'est quoi ces miettes alors? Des miettes de frites. Francis n'aime pas qu'on se moque de lui. C'est le professeur. Il se rapproche de Thomas lorsque... Je peux aller aux toilettes? Et là, regardez, elle part comme ça, puis elle revient comme ça. Puis il dit, où est-ce que tu as trouvé tes nouveaux vêtements, Anne-Charlotte? Ben, dans une boutique de la rue Sainte-Catherine. Je veux pas savoir où tu les as achetés, mais où tu les as trouvés. Anne-Charlotte ne semble pas comprendre. Mais c'est pareil. Francis s'apprête à répliquer, mais il n'en a pas le temps. Je peux aller aux toilettes? Moi aussi, je peux aller aux toilettes. Et là, tous les élèves veulent aller aux toilettes. Ça arrive, hein, des fois, dans la salle de classe. Là. Tout à coup, il y a une épidémie de pipi. Tout le monde a besoin d'aller aux toilettes. Alors là, la récréation arrive. Il y en a un qui revient toute sale. La récréation arrive, puis M. Francis se dit, bon, ben, je vais bien voir ce qui s'est passé. Il y en a qui reviennent dépeigner, regardez. Il dit, je vais bien voir ce qui se passe dans ces toilettes-là. La cloche de la récréation met fin à cette étrange conversation. Profitez-en pour aller aux toilettes. C'est plus fort que lui, il doit en avoir le cœur net. Il n'y a rien de spécial ici. Évidemment, que s'imaginait-il? Francis ferme les yeux une seconde. Juste une petite seconde. Regardez, un petit espresso en Italie. Est-ce qu'il y en a qui lèveraient la main pour aller prendre? Tu sais, juste un petit, on ferme les yeux, ça va prendre l'espresso en Italie, puis on revient. J'irais. De retour en classe, Francis a en bouche un délicieux goût d'espresso, bien meilleur que le café film de la salle des professeurs. Il observe Edgar, Anne-Charlotte et son chandail à pois, Thomas, Julie, Marilou et son coup de soleil. Ils ont un air normal comme ça. Tout le monde se tait lorsqu'il ferme la porte. Il doit maintenant leur parler de la sortie de fin d'année. Vostra attenzione, per favor. Alors, il est revenu en parlant italien, puis regardez, il est toujours en short. Alors, ben, monsieur, êtes-vous allé aux toilettes? Donc, vous vous rappelez, tantôt, il courait vers la toilette, puis il ressort de la toilette. Alors, je vous dirais un ouvrage où il n'y a pas d'explication rationnelle. Donc, on reste dans l'imaginaire, dans cette espèce de magnifique imaginaire-là. Une toilette qu'on voudrait tous pouvoir aller visiter, nous autres aussi, pour avoir un petit voyage.
un bel ouvrage pour aussi inciter les jeunes à imaginer ce qu'eux voudraient voir dans cette toilette-là. On pourrait avoir une belle discussion. On pourrait demander aussi que la réponse à cette question-là de la part des jeunes, qu'est-ce que toi, tu voudrais voir dans cette toilette-là, soit représentée par une illustration, comme dans l'ouvrage, hein, c'est pas expliqué nécessairement. Ils reviennent avec les cheveux par en l'air, ils reviennent tachés, ils reviennent avec quelque chose autour de la bouche. Donc, de travailler en art plastique avec une représentation illustrée de ce que moi, j'aurais voulu avoir vécu dans les toilettes, puis peut-être après écrire un texte qui décrit le voyage qu'on a vécu dans les toilettes, ça pourrait être bien amusant. José nous dit, on aura leur attention. Oui, juste parce qu'on parle des toilettes. Effectivement, parler des toilettes, c'est une très bonne façon d'avoir l'attention de nos jeunes qui écoutent les histoires. Rapidement, dans la même collection, vous allez trouver aussi Mille et Roses de Lily Chartrand et Anne Rodrigue, qui est un ouvrage où une jeune fille trouve une clé et va se promener dans la forêt pour trouver qu'est-ce que la clé peut ouvrir. Elle va rencontrer toutes sortes de personnages effrayants qu'on trouve généralement dans les contes, hein, donc le loup, l'ogre, la sorcière. Puis finalement, on réalise à la toute fin qu'elle n'avait jamais vu cette clé parce que c'était la clé qui devait lui la remonter. Parce que le petit personnage qu'on suit depuis le début, c'est un personnage qui est automatisé avec une clé à l'endos. Donc, elle était tombée, la clé était tombée à côté d'elle, c'est pour ça qu'elle n'avait jamais vu cette clé. Dans cet ouvrage-là aussi, à chaque fois que les personnages menaçants la voient, ils veulent la croquer, puis elle répond toujours quelque chose comme je risque de vous rester sur l'estomac, vous ne trouverez pas que j'ai un très bon goût, puis on ne comprend pas pourquoi elle leur répond toujours de façon un peu effrontée. Mais c'est vrai que croquer une poupée, ça doit être un petit peu plastique donc, ou bois, donc ça ne doit pas être très, très savoureux. Vous allez aussi trouver l'abécédaire d'Hélène Turgeon et Martin Laliberté, qui est un abécédaire d'onomatopée. Alors, à chacune des lettres, on a un onomatopée, comme Hi quand on a peur, ou elle, c'est les mains en l'air. Vous avez N pour non. Donc, soit des mots courts ou des onomatopées. Si je vois que certaines d'entre vous avez hoché de la tête, ce qui est important de savoir de cet abécédaire, c'est d'aller voir la dernière page ici, qui est une clé de lecture. Donc, cette page-là nous apprend, sans nous le dire, il faut le découvrir, qu'en lisant certaines onomatopées dans un ordre précis, on va avoir une histoire qui va nous être racontée. Par exemple, en lisant D-J-O-Y-Z, on va avoir une histoire en 5 images qui nous est racontée. A, B, ça commence comme ça. Je vais vous le montrer, c'est le plus simple à comprendre. Les deux premières lettres vont ensemble. A, on a aïe aïe, puis B, burp. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre aïe aïe, burp? Alors, on peut vraiment prendre chacune des pages indépendamment ou raconter que la grand-mère a été mangée par le monstre parce qu'elle l'a cogné puis il n'a pas aimé ça. Et vous avez le dernier ouvrage de la collection aussi, qui est un bel ouvrage sur l'entraide familiale, je vous dirais. Un ouvrage assez sensible aussi, je suis là, de Marie-Francine Hébert et Mathilde 5 mars, qui raconte une histoire où une maman travaille tard le soir et à tous les soirs, le garçon vit est gardé par sa grand-mère. Puis, il attend que sa maman vienne lui donner un bisou avant de s'endormir, puis elle lui dise, je suis là, je suis là. Et un soir, sa maman rentre, mais elle est triste. Il l'entend pleurer. Il a l'impression qu'elle a le rhume parce qu'il l'entend se moucher. Puis elle vient pas le voir. Et il entend une conversation où sa maman dit à la grand-mère, comment je vais faire? Noël s'en vient. Je pourrais pas leur acheter de cadeaux. Et on comprend qu'elle a perdu son emploi. Puis à la fin de l'ouvrage, ben, c'est le petit garçon qui va aller retrouver sa maman dans son lit, qui va se coucher dans son dos comme elle vient se coucher dans son dos à tous les soirs et qui va lui dire, je suis là, je suis là. Alors, comment des fois, dans une même famille, hein, deux membres de la famille peuvent se réconforter? Ben, des fois, les rôles s'inversent un peu. Donc, un ouvrage, dans ce cas-ci, qui est peut-être moins résistant, mais très, très délicat aussi, qui peut aborder des sujets plus sensibles avec les jeunes. Puis ça peut ouvrir des belles discussions sur l'interaction qu'on a dans une famille, là, qui peut aider à soulager qui, dans quelles circonstances.
Alors, je vais continuer donc tout de suite avec la collection Petite Marmite. On a encore à peu près 25 minutes avant l'arrivée de Prisca parmi nous. La collection Petite Marmite, elle aussi, elle a une mise en page distinctive. Vous allez reconnaître la collection parce que les ouvrages sont toujours avec une bande de couleurs sur le côté comme ça. Euh, je veux juste vérifier. Je vous ai dit que les ouvrages de Prisca Poirier, je vous ai menti. Ils font partie de la collection Petite Marmite. Je ne l'avais pas remarqué avant de commencer. Donc, c'est de ces deux ouvrages-là que Prisca viendra nous parler tout à l'heure. Ils font partie de la collection. Je vais les garder, bien sûr, pour quand elle sera arrivée. Alors, euh, la collection Motifs était axée vraiment sur des ouvrages qui demandaient souvent des lectures et des relectures. La collection Petite Marmite, vous allez aussi trouver dans cette collection-là certaines œuvres qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent vraiment porter à un travail à faire en classe, à même explorer des genres littéraires qu'on connaît moins. Vous avez aussi des albums pour les plus jeunes que vous allez trouver dans cette collection-là. Donc, souvent, on va dire que ces albums-là sont intéressants à partir de 3 ou 4 ans. Il y en a qui sont pour les plus vieux aussi. Je vais vous amener peut-être tout de suite découvrir justement un album pour les plus jeunes qui nous permet d'aider les enfants plus jeunes à s'y retrouver dans leurs émotions. Deux émotions contraires, la joie et la tristesse, qui vont être exploitées dans Joyeux ou triste, qui est un album de Bertrand Gauthier illustré par Sabrina Gendron, qui va nous permettre de voir que dans une même circonstance ou dans des circonstances semblables, on peut traverser les émotions de la joie et de la tristesse. Texte très court, texte aussi qui peut vraiment porter à discussion avec les jeunes. Là, je viens de réaliser que tout à l'heure, je vous ai dit, on va aller voir la fiche pédagogique en lien avec la cachette pour les Wabettes, puis on n'est jamais allé voir la fiche pédagogique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de joyeux ou triste, puis je vais vous amener voir la fiche pédagogique en lien avec joyeux ou triste. Cette fois-ci, si j'oublie, écrivez-moi un petit message, j'essaierai de ne pas oublier. Alors, je suis joyeux quand je pars au galop avec Rima et Pablo, mais je suis triste quand mon ami Xavier décide de me bouder. Donc, on est aussi dans la rime. Ici, on voit le galop et la bouderie. Je suis joyeux quand Monsieur Fado joue du banjo, mais je suis triste quand on crie Annabelle la poubelle à la timide Annabelle. Je suis joyeux quand j'entends les oiseaux chanter qu'il fait beau, mais je suis triste quand je vois des animaux derrière les barreaux. Puis ici, on avait les oiseaux dans l'arbre et le gorille derrière les barreaux. Je vais aller un peu plus loin. Je suis joyeux quand je rattrape mon ami Adam qui file dans son fauteuil roulant. Mais je suis triste quand je vois Charlotte Maheu perdre ses cheveux. Donc, toutes sortes de situations qui vont nous amener à de la joie ou à de la tristesse. Je suis joyeux quand je me déguise en lion pour récolter des bonbons. Mais je suis triste quand j'aperçois un mendiant qui pleure sur un banc. Donc, comme ça, une série de situations. Et à la fin, mais que je sois joyeux ou triste, je me trouve toujours chanceux d'avoir la Terre comme terrain de jeu. Alors, une conclusion quand même joyeuse. Et là, j'avais promis, je vous amène voir la fiche pédagogique que vous voyez ici. Donc, en cliquant sur la fiche, elle va apparaître à l'écran. Puis, souvent, hein, j'aime bien répéter ce petit truc-là, mais d'aller voir les fiches pédagogiques des livres avant d'en faire l'achat quand vous êtes en recherche d'ouvrages, c'est un outil supplémentaire pour réussir à découvrir les livres. Souvent, dans les fiches pédagogiques, vous allez découvrir plus d'informations que ce qu'on trouve sur la quatrième de couverture ou même sur les sites de vente. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça. Des fois, vous avez des mises en contexte, tout ça. Avec les objectifs aussi, c'est une façon de comprendre un peu de quoi l'ouvrage parle. Fait qu'on nous dit, bon, ben, ce livre illustre avec éloquence et délicatesse comment au quotidien les moments de joie cohabitent avec les moments moins heureux de l'existence, etc., etc. L'objectif. La présente fiche propose des questions et des activités visant à soutenir l'utilisation individuelle ou en plénière de l'album. Les questions qui y sont présentées constituent des suggestions et des pistes d'exploitation que l'enseignant peut moduler selon son intention pédagogique et selon l'âge et les compétences des jeunes élèves.
Joyeux ou triste se prête bien à la réalisation d'une activité pédagogique pouvant s'échelonner sur plusieurs semaines et dont le niveau de complexité dépend entièrement de l'enseignant. Si l'activité choisie vise à travailler la verbalisation des émotions, à parfaire certaines habiletés sociales, à développer l'empathie ou à décrire des stratégies pour surmonter une épreuve difficile, l'enseignant pourrait y faire participer la psychologue ou l'éducateur spécialisé de l'école ou les deux. Alors, on vous propose des activités avant la lecture. Souvent, ces activités-là vont viser à découvrir la page de couverture, la quatrième de couverture, toutes sortes de questions que vous pouvez poser aux jeunes. Ensuite, des activités pendant la lecture. Souvent page par page. Donc, à la page 4, voici des questions que vous pouvez poser. À la page 5, découvrez, expliquez la situation dont le garçon est témoin à la page 7. Racontez une situation semblable que vous avez vécue. Donc, vraiment, page par page, une série d'activités qu'on peut mener. Puis ensuite, vous avez des activités pédagogiques après la lecture, que ce soit par exemple ici les cercles de discussion. Ensuite, discussion sur les émotions positives ou négatives, les changements d'humeur, que faire quand la tristesse est trop grande, les animaux de compagnie, les amis, les résolutions de conflits, la valorisation de la différence, la maladie, les parents, la relation avec les parents, les conflits des adultes, la séparation ou le divorce des parents, tous des sujets qui sont abordés. Là, je ne vous ai pas lu chacune des pages. Ensuite, donc ça, tout ça, c'était des activités de discussion. Ensuite, on peut créer un cahier de communication. Et là, une autre activité qui s'appelle Joyeux ou triste, mais bref, une présentation écrite. Donc, bref, vous voyez qu'on a vraiment énormément de contenu qui est proposé autant en amont, pendant ou après la lecture pour vous permettre d'en faire là, un ouvrage qui va s'échelonner sur plusieurs, une activité ou des activités qui vont s'échelonner sur plusieurs semaines. Donc, vous avez toujours comme ça une douzaine de pages là, pour les cahiers pédagogiques qui vous donnent des informations très complètes sur les activités qu'on peut réaliser avec ces livres-là. Parmi les ouvrages aussi qui permettent, je vous avais dit qu'on a des ouvrages qui permettent de découvrir des genres littéraires. On a le genre littéraire de la comptine qui va être exploité dans Les vilaines comptines de Tante Vermine. La rime, la poésie, la comptine. On vous propose aussi avec cet ouvrage-là des activités de mémorisation. Donc, trouver des trucs pour mémoriser des comptines, faire des exposés oraux de comptines mémorisées. Et moi, j'ai appris des poèmes, je me rappelle à l'école, je me rappelle encore, avec des trucs pour les mémoriser. Donc, vraiment travailler la rétention d'informations. C'est de Lily Chartrand et Camille Pomerleau. Puis, donc, on a une série de comptines. Au début, on nous présente Tante Vermine, que vous allez voir ici. Les illustrations sont toujours très amusantes, très complexes. Le vocabulaire aussi est vraiment très riche. Donc, ça commence avec le méchant rigodon. Je cache dans ma maison une drôle de chanson. Quand un python a gobé mon pinson, j'ai sorti mon accordéon et entamé mon rigodon. Tante Vermine, c'est mon nom, que ça vous plaise ou non. Ça n'a pas été bien long, le python s'est couvert de boutons. Il a craché mon pinson sur le tapis du salon. Quel cochon! C'était une comptine en on. Prochaine comptine sera en A. Fiesta chez les rats. J'ai connu autrefois un étrange petit roi. Il rotait chaque fois qu'il voyait un rat. Tout à coup, Eureka! Une idée m'enchanta. J'ai mis par-ci par-là des bouts de mozzarella. Ça a été toute une fiesta pour mes amis les rats. Quant au petit roi, il rota tant qu'il explosa. Top là! Alors, vous avez comme ça une série de comptines, toujours avec une rime différente. Vous aurez les rimes en R, en et, en et, en ou, en o. Donc, pour travailler les sons, là, les rimes en ouille, peur de gargouille. Je connais une gargouille avec une drôle de bouille. Elle adore le fenouil et les petites grenouilles. Parfois elle gazouille, parfois elle farfouille, ou bien elle barbouille avec de l'antirouille. Cette sacrée fripouille a une seule trouille, elle a peur de mes papouilles. Alors oui, je la chatouille, ouille, ouille. Alors, on pourrait vraiment partir de la rime, du son, en fait, puis demander aux enfants, par exemple, on en a une rime en U. Bien, on fait une liste de mots qui se terminent en U. On essaye d'imaginer des vers qui sonnent en U, puis après ça, on va aller lire le poème qui a été fait en lien avec cette rime-là. Donc, vraiment, avec toujours beaucoup de détails à regarder dans les illustrations. Lily Chartrand a aussi publié tout récemment La bande d'affreux de la rue Croque-Monsieur. Alors, si dans les vilaines comptines de Tante Vermine, on était dans la comptine, ici, on sera dans l'acrostiche.
Celui-là est vraiment récent. L'acrostiche, qu'est-ce que c'est? Ben, l'acrostiche, c'est quand on prend chacune des lettres d'un mot et qu'on fait, on va trouver soit à faire un poème ou à trouver un terme en lien avec cette lettre-là. Vous savez, là, si je vous écris une carte de fête, là, puis j'écris, par exemple, je sais pas, là, Chantal, puis C pour charmante, H pour euh, humble, A pour amical. Donc, on serait en train de faire un acrostiche. Les enfants font souvent faire des... Mais en tout cas, je sais pas pour vous, mais j'ai connu plusieurs circonstances où les enfants faisaient des acrostiches en classe, notamment avec les noms des autres enfants de la classe, que ce soit pour leur anniversaire, etc. Mais ici, on a décidé de faire des acrostiches à partir des adjectifs qui décrivent chacun des enfants d'une bande. Donc, je vous explique. Je vais vous lire la première page. En fait, vous allez voir, ça nous explique bien ce qui va se passer. Les premières pages sont présentées comme en bande dessinée. Et on a l'autrice, finalement, qui nous dit: Je me promenais en cherchant l'inspiration encore une fois. Perdue dans mes pensées, je me suis retrouvée dans un cul-de-sac. Où étais-je rendue? C'est alors que j'ai vu une ouverture dans une clôture. On aurait dit qu'une petite voix me soufflait: Viens par ici, Lily, tu seras servie. Et là, on arrive ici. Si j'avais su ce qui m'attendait. J'ai rencontré une bande oui, d'affreux enfants. Je m'en suis sortie indemne parce que je leur ai promis que j'écrirais un livre sur eux. Ainsi, j'ai donc eu le privilège de les observer et d'assister à certains de leurs exploits. Par contre, j'ai dû jurer sur leur poubelle préférée de ne pas divulguer l'emplacement de la rue Croque-Monsieur, de ne prendre aucune photo et de ne revenir que le jour où je recevrai les exemplaires de l'album. Voici donc, par ordre alphabétique, chacun voulant être le premier, j'ai suggéré cette solution, les 13 membres de cette bande au cœur tendre. C'est une blague, je voulais seulement faire une belle rime. Et là, on va découvrir le premier membre, c'est lui ici, qui s'appelle Abominable Albert. Alors, je vous montre la page. Vous avez même le petit 1 ici dans l'espèce d'enluminure. Abominable Albert. Et là, c'est abominable qu'on a en acrostiche. Albert a un sale caractère, bien pire qu'une méchante sorcière. Où qu'il soit, il crie, même quand il fait pipi. Il adore dérober, neuf ou usagé, autant des bagues que des dentiers. Bandit qui ne manque pas d'air, le souhait le plus cher d'Albert est d'embêter la terre entière. Puis à la fin de chaque acrostiche, il y a un astérisque. Je ne porte pas de bijoux et j'ai 28 dents, ça me rassure énormément. Parce que ce ne sera pas une volée ni ses bijoux ni ses dentiers. Ensuite, c'est Atroce Alice. Et là, c'est avec Atroce. Alice descend dans les égouts, trouve des dizaines de rats pleins de poux. Ravie, elle trépigne de plaisir, ordonne à cette armée en délire, courir vers les belles boutiques et se met toute une panique. Alors, c'est vraiment un ouvrage qui permet de pousser plus loin l'exercice d'acrostiche qu'on est habitué de faire avec les prénoms, puis d'en faire vraiment une forme poétique, d'utiliser l'acrostiche pour rédiger un poème entier. Vous avez comme ça 13 poèmes en lien avec les 13 personnages, tous plus effrayants les uns que les autres, tous plus affreux les uns que les autres. Et à la fin, notre narratrice nous revient avec la formule qu'on avait au début. Et elle nous dit que lorsqu'elle a reçu les exemplaires de son livre, elle a essayé d'aller retrouver les enfants affreux, mais elle n'a jamais retrouvé la rue Croque-Monsieur. Sauf que pendant la nuit, elle s'est fait voler 13 exemplaires de son livre et elle a trouvé dans son bureau des traces d'odeurs de moisie et de crottes de nez collées sur le bureau. Alors, est-ce qu'ils sont venus chez elle pendant la nuit? Peut-être. Et elle nous laisse ce mystère comme ça en suspens. Donc, vraiment, hein, on a avec Lily Chartrand des ouvrages originaux qui nous sortent de l'album traditionnel, qui nous amènent découvrir la poésie, mais par une porte d'entrée très ludique, qui joue aussi avec la forme, que ce soit la forme de la comptine ou la forme de l'acrostiche. Donc, une porte d'entrée vraiment intéressante pour découvrir là, l'ouvrage poétique. Je continue à vous amener dans la poésie avec un album sur le haïku. C'est de Jeanne Pinchot et Choulala. Ça s'appelle Mon été haïku. Dans la bande d'affreux de la rue Croque-Monsieur, Lily Chartrand se met elle-même en scène. Donc, l'autrice se met en scène comme personnage dans l'album. Dans Mon été haïku également, Jeanne Pinchot
va se mettre elle-même en scène comme personnage de l'album et elle nous explique dès le début qu'elle a un nouvel appartement. Elle vient de déménager et durant l'été, elle doit terminer son nouveau recueil de haïkus. Jeanne Pinchot est une autrice de haïkus qui a été reconnue à l'international. C'est vraiment, elle donne des ateliers dans les écoles, elle est super intéressante. C'est vraiment quelqu'un qui a euh, je dirais, traverser les murs du haïku et qui s'y est vraiment très bien illustré. Et là, on a l'autrice ici qui est installée. Puis elle nous dit, ce soir, on dirait que les mots sortent de mes livres. Ils flottent comme de petits nuages dans l'air du couchant. Enfin le calme. Mais Thomas, Billy, voilà mes petits voisins en bas. J'ai emménagé hier. Et là, elle pensait que ses voisins allaient partir en vacances puis qu'elle aurait un été tranquille. Mais à cause d'un accident de voiture, au cours duquel les grands-parents de Billy se sont blessés et au cours duquel Billy s'est cassé, pardon, les grands-parents de Thomas et Billy ont été blessés, puis Thomas s'est cassé un bras. Au cours de cet accident-là, à cause de cet accident-là, leur voyage est annulé. Donc, les petits voisins sont en bas. Et tous les soirs, ils viennent voir Jeanne pour jaser haïku avec elle, apprendre ce qu'est un haïku. Mais elle, grosso modo, elle voudrait se débarrasser d'eux un peu parce qu'elle a besoin d'écrire. Elle est là pour un autre type de projet que de s'occuper des enfants d'en bas. Sauf qu'ils reviennent à tous les jours et elle va leur apprendre tout au long de l'été ce qu'est un haïku. Vous avez toujours une page comme ça d'album, puis une page de haïku. Des haïkus dans cette première page écrits par des auteurs japonais. Un haïku, c'est un court poème japonais en 3 strophes qui répond à des critères très précis. Donc ici, on a des haïkus avec toujours des notes comme ça qui vont nous permettre à la fin d'avoir les bibliographies des haïkus qui ont été cités, par exemple. Puis les haïkus choisis sont en lien avec ce qui se passe dans l'histoire. Une nuit au clair de lune, l'énorme silhouette du mont Fuji apparaît. Quelle froideur! De Dakotsu. Shiki écrit Solitude, après le feu d'artifice, une étoile filante. Et l'histoire se poursuit. Puis, au cours de l'été, elle va leur faire écrire des haïkus dans la ruelle. Elle va les amener eux-mêmes à écrire des haïkus. Ici, vous avez par la suite des haïkus qui ont été écrits par des gens d'ici. Donc, on avait des auteurs japonais au début, puis ensuite, on va avoir des auteurs d'ici qui ont écrit des haïkus ou des participants à des ateliers. Donc, des personnes qui ont travaillé cette forme littéraire-là. Et donc, le duo va revenir, elle va leur faire écrire des haïkus sur des galets pour les répandre dans la ruelle. Et ils vont décider ensemble d'organiser une fête littéraire pendant l'été pour faire connaître les haïkus aux gens du quartier. Donc, une fête avec de la musique, avec les gens du quartier qui sont invités, un grand buffet. Elle va aussi leur apprendre à faire des formes en origami. Et à la toute fin, vous avez en bonus, donc, disons, des pistes de réflexion sur comment écrire un haïku, comment faire pour écrire un haïku. Voici 10 conseils pour te guider. Ensuite, comment bricoler les projets haïku, qui étaient des projets en lien avec un pliage de papier, faire un petit carnet. On a aussi des jeux qu'on peut faire avec le haïku, jeu de marelle, un accroche-porte, une forme d'origami. Donc, vous avez là, 5 pages à la fin de compléments d'activités qu'on peut faire pour développer toutes les activités autour du haïku. Donc, d'une part, vous avez un album qui raconte une histoire intéressante avec des personnages qui sont attachants, mais elle, au début, elle veut pas s'attacher à eux. Donc, des relations humaines. Et d'autre part, vous avez une découverte du haïku, des haïkus qui sont cités. Ça vous permet vraiment de vous plonger dans cet univers-là. Et donc, on a un magnifique ouvrage qui permet de vraiment démocratiser ce genre littéraire avec les jeunes. C'est intéressant quand on a comme ça des livres, là, les 2 derniers livres, c'était le cas, hein, des livres qui parlent du livre, qui parlent de la lecture, qui mettent en scène les auteurs des livres. J'en ai un autre, un livre qui parle de l'écriture. C'est un plus petit album, celui-là, un plus petit format. Ici, vous pouvez voir de Lou Beauchesne, illustré par Anne Rodrigue. C'est un album qui s'appelle Pas encore une princesse. Et dans cet album-là, vous avez un personnage principal qui est une autrice qui s'appelle Granita van der Schmuckwagen,
qui est en panne d'inspiration. Et cette grande autrice devrait écrire un livre, mais elle ne sait pas quoi écrire. Alors, elle commence à écrire un matin. Non, un matin, Granita van der Schmoekwagen s'assied à la table de travail et se mit à écrire. Il était une fois une grenouille. Non, un cow-boy. Non, un géant. Non, une perruche. Non, un chihuahua. Finalement, elle opta pour Il était une fois une petite fille. Et là, tout à coup, panne d'inspiration, jusqu'à temps qu'apparaisse dans son coffre à crayon, dans son pot à crayon, la petite fille de son histoire est arrivée. Et là, la petite fille, elle va se mettre à lui donner des conseils. Elle va lui dire ben, je suis la petite fille de votre histoire, alors vous n'êtes pas très avancée, tu sais. En ce moment, c'est la folie au bureau, là. Donc, dépêchez-vous à écrire votre histoire parce que moi, il faut que j'aille dans d'autres histoires après, là. Alors, allez, on écrit l'histoire. Et là, elle va lui dire OK, ben, on va te trouver un personnage. Est-ce que tu voudrais être un pirate? Elle dit j'aime pas l'eau. Un acrobate? J'ai le vertige. Une dompteuse de 1000 pattes? Je suis allergique aux 1000 pattes. En vérité, la petite fille, depuis toujours, elle voulait être une princesse. Et là, l'autrice va dire, non, pas encore une princesse, pas une autre histoire de princesse. Voyons donc, c'est donc bien plate, cette histoire-là. Mais la petite fille insiste. Et ainsi de suite. Donc, l'histoire va se construire avec les exigences de la petite fille qui veut être une princesse dans un château. Il y a un prince qui va arriver avec son cheval. Mais finalement, la petite fille, elle va renvoyer le prince, voler le cheval, partir avec le cheval. Le prince va tomber en peine d'amour. Donc, vous voyez une série d'aventures comme ça où on a vraiment le processus de création, puis la discussion entre l'autrice et ses personnages sur ce qui devrait arriver dans l'histoire. Et encore une fois, je dirais la mise en abîme, hein, où le livre devient le fait d'écrire un livre, ça devient le livre qu'on a écrit. Donc, l'autrice a écrit un livre qui met en scène une petite fille. Donc, elle raconte son processus de création et elle devient une grande autrice à succès. Et on comprend que le livre qu'elle a écrit, c'est pas encore une princesse. Donc, c'est l'histoire dans l'histoire, la mise en abîme du récit qu'on va retrouver là-dedans. Donc, vraiment des livres qui nous permettent de voyager dans l'univers de création. Et puis, je vais regarder l'heure. On aura sans doute Prisca qui va arriver bientôt. J'ai peut-être le temps de vous parler d'un dernier ouvrage qui est assez différent dans ce cas-ci, qui va peut-être intéresser nos jeunes lecteurs sportifs. C'est un album d'Alain M. Bergeron qu'on a vu dans la présentation précédente aussi, qui est illustré par Amélie Dubois et qui s'appelle La porte de garage. C'est inspiré par la véritable histoire du joueur de hockey qui a fait partie du Canadien déjà, qui s'appelle Philippe Danault. Et Philippe Danault, donc, est un joueur de hockey québécois. Puis on nous raconte son histoire. Puis c'est vraiment mignon, son histoire. C'est-à-dire que Philippe Danault a commencé à jouer au hockey devant sa maison. Puis il y avait, vous voyez ici, hein, le but installé devant la porte de garage, sauf que Philippe Danault avait un tir très fort, mais parfois il manquait le but. Alors, la porte de garage, ben, à un moment donné, il a envoyé une balle si forte sur la porte de garage que la porte de garage s'est abîmée. Il a bien essayé ben, en fait, c'était une rondelle. Il jouait avec des balles pour essayer de ne pas abîmer la porte de garage, mais jouer avec une rondelle, c'est quand même toujours plus amusant, hein. Et là, ben, il s'est mis à faire des pocs sur la porte de garage, des traces. Puis là, ses parents auraient pu le chicaner, mais ses parents voyaient vraiment que pour lui, c'était une activité hyper importante, qui lui faisait vraiment du bien. Alors, Philippe Danault a dit, je vous promets que lorsque j'aurai mon premier contrat dans la Ligue nationale, je vais remplacer votre porte de garage. Alors, il a continué comme ça à jouer contre la porte de garage, qui est devenue sans aucun doute la porte de garage la plus abîmée du quartier. On peut voir ici, hein, toutes les traces qui sont laissées sur la porte. Et un jour, ben effectivement, c'est vraiment arrivé. Philippe Danault a grandi. Il est entré dans la Ligue nationale de hockey. Il a été repêché dans différentes équipes. Puis, il a remplacé la porte de garage chez ses parents. Alors, puis à la fin, ben, on a même quelques photos là, pour nous présenter Philippe Danault, le joueur de hockey, le vrai joueur de hockey. Donc, c'est vraiment une histoire, mais qui nous raconte une histoire biographique finalement. C'est rare quand même qu'on a des biographies sous forme d'albums comme ça. Alors, on a une belle histoire biographique pour découvrir là, le parcours de Philippe Danault. Tout est juste ici. Euh, je vais vérifier.
On va avoir quelques minutes de délai avec Prisca. Je viens d'avoir l'information. Vous savez, Zoom, quand Zoom décide de se mettre à jour, ben, Zoom choisit pour nous, alors elle va arriver d'ici une minute ou deux. Ça va me laisser tout juste le temps de vous présenter le dernier album de la collection Petite Marmite. C'est un autre album de Bertrand Gauthier, mais cette fois-ci, il est illustré par Cara Carmina. Aussi, si je pouvais vous le faire toucher, celui-ci a une texture style tissu un peu ou canevas. Donc, c'est un album qui a un côté chic, je vous dirais, à cause de cette texture-là. Et ça raconte l'histoire d'un grand-papa qui ne peut pas assister à la fête de son petit garçon. Donc, on le voit ici au début. Derrière ma fenêtre ennuagée, je suis triste à pleurer. On ne sait pas pourquoi il ne peut pas assister à la fête du petit garçon. C'est un album qui est paru quand même assez récemment. Puis moi, j'ai tout de suite pensé à, vous savez, cette époque de la COVID où les grands-parents ne pouvaient pas nécessairement être en contact avec leur famille, avec leurs petits-enfants. Ça m'a fait penser à ça, mais ça pourrait être aussi un éloignement physique. Ça pourrait être une maladie, toutes sortes de raisons qui empêchent le grand-parent d'être là. Pour me consoler, je rêve d'être à tes côtés. Et là, le grand-parent va assister à la fête de l'enfant, mais par le biais de son imaginaire. Alors, on va vraiment le voir imaginer chacun des moments de la fête. Tu es aussi agité que ton chien Yéyé. Les chandelles sont allumées sur le gâteau chocolaté. Donc, toujours avec des phrases bien courtes comme ça, il va nous faire découvrir la fête. Et à la toute fin, on va voir que le petit enfant fait un dessin parce qu'il a reçu des crayons. Donc, ta création terminée, tu me l'offres sans hésiter. Devant ton bel oiseau coloré, j'ai le cœur tout chaviré. Alors, il y a quand même un lien qui existe entre le grand-père et son petit-enfant. Et donc, par le biais de son imaginaire, puis de ce lien-là, il aura réussi à assister à l'anniversaire. Puis vous vous rappelez peut-être au début, hein, on était dans une fenêtre ennuagée. Puis à la fin, regardez, derrière ma fenêtre ensoleillée, c'est de joie que tu me fais pleurer. Alors voici pour la plus colorée des envolées. Et là, on a notre grande invitée, Prisca Poirier, qui vient d'arriver parmi nous. Merci d'être avec nous, Prisca. Je suis ravie que tu sois là. Je vous invite encore une fois, si vous êtes en mesure de le faire, à allumer vos caméras pour que ça donne un petit peu de chaleur humaine à cette présentation. C'est toujours plus intéressant quand on arrive à vous voir. Prisca, merci d'être venue avec nous. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de deux ouvrages que tu as publiés aux éditions Druide. Nous, ça fait une heure là, qu'on est dans l'univers des éditions Druide. On a commencé par visiter la collection Motifs. On était en train de visiter la collection Petite Marmite, dans laquelle tes deux ouvrages s'inscrivent. Si vous connaissez peut-être déjà Prisca Poirier parce qu'elle est peut-être déjà venue à votre école ou parce que vous avez lu certains de ses ouvrages. Prisca s'est démarquée beaucoup par l'écriture de romans, hein. On peut penser aux séries Les Royaumes de Lénacie, la série Les Éternels, la série Les Bruns aussi. Euh, donc, j'énumérerai pas toutes les séries de romans, mais sauf erreur, Prisca, tes deux ouvrages, Des ressorts sous mes souliers et Derrière la clôture, qui sont illustrés par Sabrina Gendron, ce sont tes premiers albums, n'est-ce pas? On on n'a pas de micro. Ça devrait être en bas à Oui, gauche. oui, oui. Bonjour! Complètement. Habituellement, c'est moi qui anime. Mon micro est toujours ouvert. Merci d'être avec nous. Donc, on est vraiment dans tes premiers albums jeunesse. Oui, oh, oui, ça fait longtemps que j'avais ce projet-là, mais c'est ça, quand on écrit des romans, c'est tellement, tellement prenant que là, m'arrêter pour prendre le temps d'écrire un album, on dirait que je l'avais jamais fait. Et Thomas, en fait, qui est le personnage de mes albums, est arrivé dans ma tête. Puis oui, oh, il est tellement beau. Et j'ai écrit comme une première histoire qui était des ressorts, sous mes souliers. Et j'ai eu l'incroyable chance que Sabrina Gendron, puis il faut dire que c'est vraiment une chance parce que c'est une illustratrice là, que j'adore. Son travail est superbe et elle a accepté en fait de faire partie de cette aventure-là. Alors là, c'est parti en fait pour je sais pas jusqu'à quand, Oui, mais c'est on en ça. a plusieurs.
J'ai pas eu le temps de présenter les albums. Est-ce que tu veux que je te laisse Oui, les présenter, peut-être nous raconter les histoires? Moi, certainement. je vais te poser une question sur, peut-être que tu m'en parlais, mais je t'avertis d'avance. Je vais te poser une question sur la dédicace que tu as écrite dans Des ressorts sous mes souliers. J'ai l'impression qu'il y a un moteur de création en arrière de ça. Je trouvais ça intéressant. Donc, je vais te laisser les présenter peut-être, puis on pourra ensuite parler de cette histoire de création-là autour des deux ouvrages. Oui, je te remercie. Je suis allée voir c'était quoi ma dédicace. Je l'avais oublié, mais oui, on en reparle. Ben, en fait, je vais vous présenter, je vais vous partager mon écran. Je vais vous présenter rapidement l'album. Donc, des ressorts sous mes souliers, c'est l'histoire, en fait, de Thomas, qui est un petit renard qui a beaucoup d'énergie. Et il découvre qu'il a des ressorts sous ses souliers. Et ça lui permet, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de triste dans la vie, comme se casser un bras, mais lui, il est capable de sauter par-dessus cette difficulté-là, puis continuer à être heureux. Et ça fonctionne tout le temps. Une activité scolaire qui est annulée en raison de la pluie, lui, il arrive à être heureux pareil. Jusqu'au jour où, en fait, il va lui arriver quelque chose de vraiment, vraiment trop triste et ses ressorts vont disparaître. Et le reste de l'histoire, c'est, mais quand mes ressorts disparaissent dans la vie, je fais comment pour les retrouver? Fait qu'on est vraiment au niveau de la résilience et non pas d'un TDAH. Des fois, on pense ça hein, avec les ressorts, mais c'est vraiment la résilience, mais à hauteur d'enfant, avec un texte tout en rime pour la musicalité, parce que j'adore quand on lit une histoire et que ça chante en même temps. Alors, je me suis compliqué la vie, mais j'ai vraiment décidé que les albums allaient être écrits en rime, en fait, parce que j'adore ça. Alors, le premier tome, c'est sur la résilience. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé dans la littérature enfantine. Euh, et c'est tellement quelque chose dont on a besoin d'entendre parler. Puis, il n'y a pas d'âge. Hein. Moi, j'ai des ados à la maison et je leur dis encore, sers-toi de tes ressorts. C'est vraiment quelque chose qui devient un automatisme comme parole dans la vie. Tu sais, une peine d'amour, une mauvaise note, une chicane, sers-toi de tes ressorts, passe par-dessus. Il y a quelque chose d'autre après. Et c'est vraiment le message que je voulais offrir aux enfants. Et c'est comme ça qu'est partie la collection Thomas, parce que là, ça devient une collection. Les tomes vont, tu sais, le personnage, on va continuer à le suivre avec toujours des belles. Le premier mot qui me vient en tête, c'est morale, mais c'est pas une morale qui est lourde ou qui est vraiment dit. C'est toujours dans l'histoire. En fait, je vais vous présenter le second tome, puis vous allez comprendre aussi ce que je veux dire quand je dis que c'est pas une morale qui est lourde. Dans le second tome, c'est derrière la clôture. Alors, on a Thomas qui vit maintenant chez son grand-papa. On découvre pourquoi dans le tome 1 mais ils n'ont pas besoin d'être lus en ordre. Donc, Thomas vit chez son grand-papa et en jouant, mais son ballon, de façon tout à fait naturelle, va parfois chez le voisin. Et ça le stresse beaucoup parce que il a peur de Monsieur Raton. En fait, il a l'impression que Monsieur Raton n'aime pas les enfants et il n'est pas bien avec ça. Et là, en plus, il y a un nouveau voisin qui arrive de l'autre côté et c'est un opossum. Puis des opossums, ben, il n'y en a pas beaucoup au Québec un petit peu de plus en plus avec le réchauffement climatique, mais on est encore dans les débuts des opossums au Québec. Puis un opossum, là, ça a 50 dents, hein, ça a un long museau, ça sent drôle, ça vit la nuit. Et Thomas est pas bien avec ce voisin-là. Et il a l'impression, en fait, qu'il est méchant et que maintenant, de chaque côté, ben, il est jugé par ses voisins et il est surveillé par ses voisins. Et il maintient ça jusqu'au jour où il va rencontrer les petits-enfants de Monsieur Raton. Et il va super bien s'entendre avec eux et il va réaliser que pour eux, leur grand-papa, mais il l'aime, puis il est fantastique. Et tranquillement, pas vite, Thomas va se dire, mais mon doux, on dirait que leur grand-papa, il ressemble à mon grand-papa et ils vont faire des activités ensemble. Et parallèlement à ça,
la remise de son nouveau voisin va s'effondrer et Thomas va aller la réparer avec le grand-papa et Monsieur Sergio va leur offrir un repas surprenant mais qui est très bon. Et Thomas va découvrir que dans le fond, dans la vie, quand on se connaît, ben, on se comprend un petit peu plus. Et quand on partage nos passions, quand on partage tout ce qui fait qu'on est unique, ben, on développe une belle relation. Alors, l'enfant se rend compte que Thomas se sentait jugé par ses voisins, mais on découvre vite qu'en fait, c'est lui qui jugeait ses voisins. Et on est aussi dans cette histoire-là d'acceptation de l'autre. Et le troisième album qui s'en vient, là, il est en train d'être illustré présentement. On va aller vers l'acceptation des différences physiques aussi, parce que pour les enfants, des fois, ça peut être très surprenant et ça peut venir avec une certaine peur ou juste je ne sais pas comment réagir face à ça. Alors Thomas va être confronté aux différences physiques et il va devoir se positionner face à ça. C'est vraiment c'est des albums qui, tu sais, on en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais des albums qui peuvent être utilisés à plusieurs âges. Tu sais, les petits vont voir l'histoire, mais les plus vieux vont pouvoir vraiment discuter aussi de ce qu'eux ont déjà vécu, de leurs expériences, soit de résilience ou, je dirais, d'ouverture à l'autre. Finalement, tu parlais de morale, peut-être les valeurs aussi qui sont partagées, tu sais, de réussir à s'ouvrir à l'autre. Je sais pas si la résilience est une valeur, mais tu sais, une façon de voir la vie finalement, tu sais, de s'ouvrir à la vie puis à la perception des autres. Euh, Exactement. Puis avoir que, tu sais, être heureux, ça reste une décision aussi. Tu sais, on oui, peut vivre des choses vraiment difficiles, mais après, la Terre est ronde, ça continue à tourner, puis ça, faut le voir, puis il faut y croire. Puis c'est un petit peu ça que je voulais donner dans cet album-là aussi. je reviens à ta dédicace du premier Oui! album parce que tu as écrit pour Claudine qui souhaitait un album sur la résilience, le voici. Puis je me suis demandé, connaissant, moi, évidemment, ton œuvre pour adolescents, tu sais, est-ce que l'entrée dans l'univers pour les plus petits est arrivée par la demande de quelqu'un qui disait il manque d'albums là-dessus? Ben, Puis, en fait, oui et non. Oui, dans le sens, ben, non, dans le sens que ça faisait très longtemps que je voulais me lancer dans l'univers de l'album avec les petits. Mais oui, parce que j'ai une amie, en fait, qui est enseignante à Toronto. Elle est bibliothécaire. Eux autres, qui ont des enseignants bibliothécaires. Alors, elle est bibliothécaire à Toronto. Et quand je lui parlais de cette idée-là, d'écrire un album et ma recherche d'idées, et elle a dit, mais sais-tu ce qui manque? C'est quelque chose sur la résilience. Et j'avais l'idée des ressorts déjà, mais en tout cas, ça s'est comme tout amalgamé ensemble. Et en fait, c'est elle qui a vraiment mis le mot résilience dans ma tête et j'ai fait, mais voilà, c'est de ça dont j'ai besoin. ça donne Et une je l'ai orientation. fait. Oui, c'est ça. Alors, d'où le merci et d'où l'enseignante dans le livre qui s'appelle Claudine aussi. Ah oui, voilà. Puis, tu sais, j'avais envie de te poser une question parce qu'au début de la présentation, j'ai montré la nouveauté chez Druide des rencontres, hein, sur les rencontres qui ont lieu dans les classes. Puis, je me suis dit, tiens, Prisca, ce serait intéressant de t'entendre là-dessus parce que le type de rencontre scolaire a dû changer là, avec des nouveautés comme ça, c'est-à-dire qu'aller rencontrer les adolescents, parce que je sais que tu fais beaucoup de rencontres, j'ai présumé que tu avais dû faire des rencontres avec les petits aussi. Donc, j'imagine que le type de rencontre scolaire a dû changer du tout au tout quand tu es dans les séries pour ados versus quand tu es dans les classes de petits, là. Ben oui, ben je le faisais déjà parce que c'est sûr que quand je vais dans les classes là, quatrième année secondaire, souvent c'est le métier d'écrivain que je vais présenter, c'est mes livres parce que j'ai Ouais. vraiment j'en ai une trentaine maintenant pour les 10 12 ans. Mais je présentais déjà, en fait, comme il y a toute une autre portion de mon travail que c'est la présentation de littérature jeunesse québécoise. Fait que moi, je me suis spécialisée en littérature jeunesse québécoise et je vais dans les écoles et je présente pendant 1 heure autant de livres que j'ai le temps de présenter dans 1 heure. Et dans mon cas, en fait, c'est les enfants qui choisissent ce que je présente. Fait que moi, j'arrive avec
une valise de livres et eux choisissent et moi je raconte. Je raconte pendant 1 heure pour leur donner envie de lire. Donc ça, je le faisais déjà de la maternelle au secondaire. Alors j'avais déjà l'habitude de travailler avec les albums. Là, ce qui est différent, c'est que je travaille avec mes albums et ça, j'avoue que c'est vraiment un plaisir là, que j'ai. Et on fait beaucoup d'activités, même écriture, même à la maternelle. On joue avec les rimes, on fait beaucoup. Et on va aussi à faire, tu sais, parfois on va dans le bricolage avec des ressorts, avec des souliers et on met des ressorts en dessous. Ça dépend de ce que les enseignants souhaitent. Mais c'est ça, c'est sûr qu'avec les enfants, je fais pas beaucoup de virtuel avec les petits. Je me déplace vraiment plus. Alors qu'avec les grands, ben, c'est pas moitié-moitié, là. Cette année, je suis vraiment beaucoup plus retournée en présentiel, mais dans les 2 dernières années, c'était mon dos 60% virtuel au moins et le reste en présentiel. Euh, J'avoue que le virtuel, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec ça, mais les écoles n'étaient pas prêtes à ça, les Mhm. enseignants non plus. La pandémie a amené cette possibilité-là de partir de chez moi puis me rendre à Gaspé. C'est très, très long, alors que le C'est le virtuel, c'est fun, cinq mais c'est minutes. très long. Alors, c'est ça. Alors, ça permet une ouverture aussi du territoire que j'avais tendance Je le faisais pareil, là, j'y allais à Gaspé, puis j'allais en Abitibi, puis, tu sais, j'ai toujours fait 30 000 kilomètres par année pour visiter les écoles. Mais là, ça me permet d'en faire beaucoup plus en me déplaçant moins. C'est vraiment génial. Oui, puis c'est ça, effectivement, c'est une façon de te faire partager l'information qui va plus vite. Mais il y a quand même un plaisir. Je ne sais pas pour toi, moi, ça revient beaucoup en présence, là. J'ai un grand plaisir à revenir en présence, à avoir la rétroaction aussi directe avec les enfants aussi, c'est très dynamique. Ah Mais oui, les yeux qui brillent, tu sais, c'est sûr que c'est pas pareil, le virtuel puis le présentiel, c'est sûr, sûr, sûr. ouais. Ben, on a très hâte de découvrir le prochain ouvrage. Est-ce qu'on a une date pour ça? Est-ce qu'on sait? Probablement février prochain, mais je m'avance. OK. Mais comme on est rendu aux illustrations là, habituellement, c'est pas Ouais. mal le rythme là, qu'on a là. Euh, j'espère pour février prochain, On, parce on a, il va être superbe, vraiment superbe. Ben, une bonne histoire avec des bonnes illustrations, généralement, c'est assez gagnant. On avait vu aussi un peu plus tôt pour les gens qui nous écoutent, quand on a vu le livre Joyeux ou triste de Bertrand Gauthier, c'était aussi des illustrations de Sabrina Gendron. Donc, vous retrouvez la même illustratrice. Prisca, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Si des gens ont des questions, on pourrait peut-être les prendre dans la conversation. Vous pouvez lever la main ou Oui, interagir. oui, oui, certainement, Tu as certainement. encore quelques minutes devant toi. J'ai mis, en attendant que les gens, bon, on voit s'il y a des questions, j'ai mis ton site web dans la conversation. Est-ce que tu voudrais que je mette ton adresse de courriel aussi? Ah oui, 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 Oui. aucun problème. Oui, oui, Alors, je oui. la mets aussi. Donc là, vous avez bien entendu que Prisca offre des rencontres dans les classes, que ce soit les rencontres d'autrices ou les rencontres de découverte de livres. Et, tu sais, vous l'avez entendu comme moi, c'est sûr que c'est intéressant. Donc, c'est sûr que vous avez des enfants qui sont captivés à l'écouter raconter soit son processus ou les ouvrages qu'elle aura choisis. Savoir aussi que les enfants choisissent les livres qui sont Oui, oui, racontés. oui, je trouve C'est ça fun. vraiment, vraiment important. En fait, et je me suis concentrée sur la littérature québécoise, pas parce qu'il se fait pas du bon ailleurs, là, il s'en fait plein. C'est vraiment un choix de temps. Juste lire tout ce qui sort au Québec, t'en sais quelque chose, il y en a beaucoup et je veux être à jour. Alors, j'ai fait le choix de rester avec la littérature québécoise et je trouve ça important aussi de développer ce qu'on fait ici au Québec. Puis il se fait tellement, tellement, tellement de beaux ouvrages. Alors, puis comme je couvre très grand aussi au niveau des âges, il a fallu que je me concentre. Puis tous les livres que j'ai choisis, je les mets sur un site web qui s'appelle tapatoulu.com. Ah, Ouais, pour que en fait, les enfants, des fois, ils ont l'envie. Il n'y a plus rien à lire à la bibliothèque. Alors moi, j'ai ri quand j'ai créé le site web qui s'appelle T'as pas tout lu. Et tous les livres que je présente sont sur ce site-là. Il y en a plus de 1 600 en fait. Et il y a sur le site là, des endroits où on peut cliquer avec des critiques de livres, des présentations de livres, des entrevues avec les auteurs, des extraits audio. Et tout ça est fait
par les enfants. Alors, il n'y a pas d'adultes qui écrivent sur ce site-là. Je trouvais ça important que ça soit un site pour eux et par eux. Alors, dans les projets que je fais dans les écoles, là, présentement, là, j'ai 6 classes qui sont en train de lire un roman québécois et d'en faire la critique. Alors, ces critiques-là vont tous être mis sur le site d'ici le mois de juin. Et j'ai 2 autres groupes qui sont en train de préparer des présentations de livres qui vont aussi être sur le site. Alors, c'est vraiment un travail de longue haleine et je voulais que le site demeure complètement gratuit et sans publicité aussi. Alors, pour l'instant, là, je travaille seulement avec des subventions pour vraiment rendre le site sans publicité, sans obligation d'achat, sans vraiment pour les enfants, pour trouver des livres à lire. Ah ben moi, tu pourrais me dire, t'as pas tout vu parce que je connaissais pas le site. Tu m'as fait découvrir ce site-là. Je connaissais pas cette initiative-là. Bravo d'avoir lancé ça. C'est sûr que je vais aller fureter dans les prochains jours pour le découvrir. Euh, est-ce- Parfait. merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un avait une question ou voulait prendre la parole? Je pense que non, parce qu'on n'a pas eu ni de main levée, ni de message C'est dans la bon. De toute façon, avec mon adresse courriel, vous vous gênez pas, vous pouvez m'écrire pour des questions, pour une rencontre à l'école. Ça va me faire plaisir. mais je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de te joindre à nous cet avant-midi. C'était une joie de t'avoir avec nous. Puis, on attend avec impatience ton prochain album et tes prochains romans pour ados. Merci! Merci, Bonne je te souhaite une belle journée. journée. À bientôt. Alors, ben voilà, alors vous avez eu l'occasion de découvrir Prisca et son processus de création. C'était vraiment super de pouvoir l'entendre, puis j'ai appris des choses. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. C'est un peu comme une surprise pour moi. J'apprends des nouvelles affaires, je découvre les prochains ouvrages qui s'en viennent. Vraiment, une belle découverte. Il nous reste 9 petites minutes, alors ça va me permettre de vous parler de quelques ouvrages toujours dans l'univers de l'album, mais des ouvrages, disons, hors catégorie qui ne sont pas dans la collection, les 2 collections que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. Je vais commencer avec une série qui est une série d'ouvrages, je vous dirais, album BD documentaire. Là, on est vraiment, roman, on est vraiment dans l'hybride, là, hybride total. C'est une série qui est écrite par Julie Rivard et illustrée par Rémi Simard, et c'est la série Tombé dans. Alors, on a Tombé dans la gomme, Tombé dans la frousse et Tombé dans l'aventure. Alors, dans cette série, vous allez retrouver le personnage de Léandre, qui est un petit garçon qui va à l'école et qui va vivre toutes sortes d'aventures. Dans le premier tome, Léandre a fait une gaffe. Il a mâché de la gomme dans les corridors de l'école et la directrice l'a vu. Donc, quand je vous dis qu'on est un petit peu entre le roman, la bande dessinée, l'album, le documentaire, on est vraiment à la rencontre des genres. Alors, Léandre a gaffé. Il s'est fait coincer en train de mâcher de la gomme et la directrice lui a donné un devoir supplémentaire, c'est de faire une recherche sur la gomme à mâcher. Alors, Léandre va se rendre chez lui, un peu découragé. Regardez le pauvre petit chou, il est découragé d'avoir eu une punition. Il y a un animal de compagnie, Léandre, c'est un joli petit cochon, comme ça ici, qui parle et qui agit un peu comme un chien. Et il y a son ami son petit cochon s'appelle Gontran. Et il y a son amie Marina qui va se tenir avec lui et qui va lui dire, allez, je vais t'aider à faire la recherche. Puis tout au long de leur soirée, ils vont découvrir plein d'informations sur la gomme. Et les informations vont être transmises soit par le résultat de leur recherche, par le cochon qui va leur apprendre des informations sur la gomme à mâcher, et donc ils vont accroître toute leur connaissance sur la gomme. Je vous donne un exemple. Pendant que Marina démarre mon ordinateur portable et ziote les livres dans ma bibliothèque, je prends quelques secondes pour expliquer à Gontran dans quel bourbier je me suis empêtrée. Dans un premier temps, il me suggère de cesser de bougonner. Il ajoute qu'une recherche n'est pas une punition, mais plutôt une formidable occasion d'apprendre. Une vraie punition, c'est comme à Singapour, en Asie, où on remet des contraventions de plus de 5 000 $ aux gens qui se font pincer en public avec de la gomme. Alors, on vient d'avoir une information ici sur la gomme à mâcher et sur ce qui arrive aux gens qui en mâchent à Singapour. Je suis certain que Gontran dit vrai, mais je trouve que sa crédibilité en prend pour son rhume lorsqu'il essaie à plusieurs reprises de sauter sur mon lit pour s'y installer.
Échouant lamentablement, le pauvre finit sur le dos, les quatre fers en l'air. Alors, poup, on est revenu dans la narration, on est revenu dans l'histoire. Alors, elle commence à faire la recherche et Marina va lui dire, oh, je viens d'apprendre que puisque la gomme est composée d'un dérivé de pétrole, elle est très polluante. Pas chouette, ça. J'apprends alors qu'après les mégots de cigarettes, ce sont les gommes à mâcher jetées par terre qui polluent le plus le sol de notre belle planète. Elles prennent 5 ans pour se décomposer dans la nature. 5 ans, c'est la moitié de mon existence. Décourageant pour Mère Nature. Ah, mais la fameuse, est-ce que c'est vrai qu'elles prennent aussi 5 ou 7 ans à se désagréger dans l'estomac? Par chance, pour le corps humain, une gomme ne s'installe pas dans son estomac pendant 5 longues années. Et là, on va démystifier l'information. Vous avez comme ça un ouvrage qui va faire presque 80 pages avec plein d'informations, plein de faits, plein de faits historiques sur la gomme à mâcher. Il y en a peut-être parmi vous qui allez reconnaître. On va découvrir les chiclets, on va découvrir toutes sortes d'éléments autour de la gomme à mâcher. Ça, c'est tombé dans la gomme. Vous avez ensuite tombé dans la frousse où Léandre, Marina et une autre élève de l'école vont se retrouver au Musée des sciences et technologies, puis vont se retrouver à visiter une exposition qui démystifie les peurs. Alors, tomber dans la frousse, ce sera le même principe, mais cette fois-ci, on va découvrir les peurs qu'on peut rencontrer, que ce soit la peur de l'eau, la peur du noir, etc. Donc, les peurs et les gens qui ont vaincu leurs peurs aussi au travers de cette bande dessinée-là. Puis, tomber dans l'aventure. Ici, on a Léandre et Marina qui vont passer la semaine de relâche dans un camp. Ils sont un peu découragés, mais finalement, quand ils se rendent compte du type de camp où ils vont arriver, bien, finalement, ils sont contents. Et cet ouvrage-là, Tomber dans l'aventure, va permettre de découvrir deux choses qui ont l'air presque antinomique, c'est-à-dire l'espace, le très lointain dans l'espace, et la paléontologie, donc le très lointain dans le fond du sol, finalement, mais pas si lointain, mais très loin dans le temps. Alors, c'est l'espace, l'univers et la paléontologie qui vont être à l'honneur dans Tomber dans l'aventure. Donc, c'est intéressant parce que peu importe le type d'ouvrage que les jeunes aiment, s'ils sont des amateurs de documentaires, s'ils sont des amateurs de BD, s'ils sont des amateurs de romans, on est capable de leur dire, bien, il y a un peu de ça dans cet ouvrage-là, puis ça permet d'ouvrir ses connaissances. Puis c'est plein d'informations qu'après, les jeunes ont envie d'aller raconter. Ils les ont découvertes, bien là, ils veulent aller les relater, les raconter aux autres. Puis je finis rapidement avec un ouvrage complètement hors catégorie. C'est un ouvrage de Louise Portal, illustré par Tristan Demers, qui s'appelle Mon cahier à moi, une aventure d'écriture guidée par Lou et Lilou. Et Louise Portal, qui est autrice et comédienne, se met elle-même en scène avec sa tortue qui s'appelle Lilou. Et elle va offrir aux jeunes un cahier. Donc, vraiment, il y a des pages entièrement vierges où les jeunes peuvent aller écrire. Mais c'est comme un cahier de création guidé ou un cahier de journal intime guidé. Parce que parfois, Lou, elle participe aussi au cahier. Donc, elle dit, voici ma famille. Maintenant, est-ce que tu voudrais prendre une photo de ta famille? Alors, moi, ma famille, je vais la décrire comme ça. Je vais coller une photo. Ensuite, mes parents vont se nommer ainsi. Avec eux, j'aime faire telle ou telle activité. Les émotions. Lou va nous parler des émotions qu'elle ressent. Ensuite, elle va vous demander, ben, demander au lecteur d'écrire ses émotions. Mes activités préférées. Donc, elle a noté ses activités préférées. Et toi, quelles sont tes activités préférées? Donc, c'est vraiment un cahier, je dirais, pour colliger le quotidien, raconter, coller des images, des photos, un scrapbook finalement que les jeunes peuvent faire avec, accompagné par le personnage de Lou qui, elle, ben, raconte une histoire des fois qui est un petit peu plus passée, les photos sont plus anciennes, etc. Donc, c'est vraiment un petit extra comme ça que j'avais envie de vous présenter. Voilà déjà qui conclut cette présentation sur les éditions Druide. J'espère que vous avez pu y trouver des ouvrages qui sont intéressants, qui pourront prendre place dans votre salle de classe. Je suis certaine qu'avec tous les albums que vous avez découverts, vous avez des albums avec des sens multiples, avec des lectures multiples qui sont nécessaires aussi, qui pourront aider à soit à être lus pour le plaisir ou à être lus pour travailler avec les jeunes. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée pour ce qui en reste.